Le Royaume-Uni et le reste de l'Europe n'ont pas connu une bonne année. Une guerre à leur porte, des inquiétudes concernant l'approvisionnement en énergie et la gueule de bois inflationniste des mesures de relance Covid ont provoqué d'importantes turbulences dans ces économies. Au niveau individuel, les citoyens sont confrontés à une crise du coût de la vie, car les chaînes d'approvisionnement continuent de vaciller et les hausses de taux d'intérêt destinées à contenir l'inflation font doubler les remboursements hypothécaires par rapport à leur plus bas au pic de la pandémie. Même avant ces complications, le Royaume-Uni se trouvait dans une position particulièrement vulnérable, car il était en train de remodeler son économie après le Brexit afin d'être moins dépendant de l'Europe et plus ouvert au commerce mondial avec d'autres pays. Un plan qui pourrait se retourner contre lui de manière spectaculaire, sa monnaie perdant de la valeur par rapport à la réserve mondiale et à son nouveau partenaire commercial potentiel le plus important. De l'autre côté de la Manche, l'histoire n'est guère plus réjouissante. En effet, au moment même où la Grande-Bretagne perdait l'UE perdait la Grande-Bretagne, qui était la deuxième économie de l'Union et un fournisseur très important de biens et d'expertise susceptible d'atténuer des problèmes auxquels les deux économies étaient confrontées. Ces événements récents sont venus s'ajouter à une économie européenne déjà léthargique qui n'a connu aucune croissance réelle depuis 2008, année où elle a été frappée par la crise financière mondiale, puis par la crise de la zone euro déclenchée par la Grèce. Il y a également eu les mesures fiscales controversées prises par le nouveau gouvernement britannique, théoriquement destinées à lutter contre l'inflation et les problèmes de coût de la vie qui en découlent, mais comme tout étudiant en économie de niveau secondaire aurait pu vous le dire, elles ont été aussi efficaces pour éteindre le feu de joie de l'inflation qu'un seau d'essence. S'agit-il donc du début de la prochaine crise de la zone euro, qui entraînera la stagnation du continent pour une autre décennie, ou s'agit-il simplement des symptômes de pays qui se remettent de l'une des périodes économiques les plus turbulentes de ces dernières années? Pour répondre correctement à cette question, nous devons, comme toujours, comprendre quelques points importants. Pourquoi les économies de l'Europe et du Royaume-Uni sont-elles soudainement au bord de l'effondrement? Comment ces économies pourraient-elles se remettre de ces problèmes de manière productive? Et quel est leur avenir si elles n'y parviennent pas? Une fois que nous aurons répondu à toutes ces questions, nous pourrons placer le Royaume-Uni sur le classement de l'économie expliquée. Depuis le début de l'année, la livre sterling a perdu environ 30% de sa valeur par rapport au dollar. Bien entendu, cette situation alarme de nombreuses personnes, car la livre a toujours eu plus de valeur que le dollar. Mais je pense qu'il est important de répondre à ces inquiétudes et d'examiner pourquoi la situation n'est pas aussi grave qu'on le laisse entendre. Le yen japonais vaut moins d'1 centime de dollar, mais cela ne signifie pas que le Japon est un État en faillite. Le dinar koweïtien vaut plus de 3 fois le dollar. Et cela ne signifie pas non plus que le Koweït est une superpuissance économique. La livre sterling perd de sa valeur depuis des décennies, principalement parce que l'inflation au Royaume-Uni a toujours été plus élevée que l'inflation aux États-Unis. Les salaires nominaux sont moins élevés au Royaume-Uni, tout comme les prix nominaux des produits, mais lorsqu'ils sont convertis en dollars, ils sont plus ou moins identiques. Cela peut être une bonne chose. Une monnaie proche de la parité avec le dollar facilite le commerce et le tourisme, car les gens n'ont pas à faire de calculs mentaux pour toutes leurs dépenses. La lenteur de la chute de la livre s'explique également par le fait que moins d'institutions la conservent comme réserve de valeur, car le dollar, le yen et plus récemment l'euro et le yuan ont pris de l'importance parce qu'ils sont utilisés dans des économies mondiales plus importantes que celles du Royaume-Uni. Si une monnaie est détenue comme actif de réserve par les banques centrales, les gouvernements et les grandes institutions financières, sa valeur sera supérieure à celle qu'elle peut avoir si elle n'est qu'un simple mécanisme d'échange au sein d'une économie. Comme ces institutions ont peu à peu cessé de dépendre de la livre, la monnaie a été troquée sur les marchés d'échange et l'offre et la demande ont fait tout le reste. Un autre facteur important est que beaucoup d'investisseurs ont été ébranlés par la perspective d'une récession causée par la gueule de bois des fermetures d'entreprises, l'inflation record et les hausses de taux d'intérêt décidées par la plupart des banques centrales pour lutter contre l'inflation. Si les investisseurs craignent une récession, ils vendront leurs actifs et se procureront autant de liquidités que possible afin d'être prêts à racheter d'autres actifs lorsqu'ils estimeront que les marchés ont touché le fond. Le meilleur type de devise à conserver pour réaliser de futurs investissements est le dollar américain, car l'Amérique possède les plus grands marchés d'investissement au monde. La livre a déjà chuté de manière significative par rapport au dollar, plus récemment en 2008, au début de la crise financière mondiale, pour à peu près les mêmes raisons. Mais on ne s'en souvient pas autant parce qu'il y avait des problèmes plus importants dans le monde à l'époque.
Le meilleur moyen de comprendre que cette baisse de valeur n'est pas nécessairement due à la faiblesse de l'économie britannique, mais plutôt à la force relative de l'économie américaine, est de constater que la plupart des grandes monnaies ont perdu beaucoup de leur valeur par rapport au dollar cette année. L'un des avantages d'une monnaie flottante est qu'elle agit comme un amortisseur économique mondial. Si la livre et l'euro baissent, il sera moins cher pour les Américains de partir en vacances en Europe, d'acheter des produits d'exportation britanniques ou même d'investir dans ces économies, ce qui contribuera à atténuer le choc qu'elles subissent en ce moment. L'un des grands problèmes de la crise initiale de la zone euro était que la Grèce, l'Italie et le Portugal avaient des problèmes d'endettement, mais qu'ils utilisaient l'euro, ce qui signifiait que les nations économiques fortes, en particulier l'Allemagne et la France, maintenaient la valeur de leur monnaie à un niveau élevé et empêchaient cet airbag économique naturel de se déployer. Mais cela ne veut pas dire que cela ne pourrait pas se produire. Même si la chute de la valeur de l'euro et de la livre sterling est facile à expliquer et a même quelques effets secondaires bénéfiques, elle n'est pas pour autant un bon signe de la santé globale de ces économies. Le Royaume-Uni, en particulier, est confronté aux mêmes problèmes que ceux que nous avions explorés dans notre vidéo sur le Brexit l'année dernière. Mais ils se sont encore aggravés. La forme à long terme du Brexit n'est toujours pas claire. Le pays se remet encore de la pandémie et les consommateurs ainsi que les investisseurs vont en moyenne éviter de faire des achats importants jusqu'à ce qu'ils aient une vision plus claire de ce qui les attend à l'avenir. Il y a aussi, bien sûr, de nouveaux problèmes. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a encore accru les craintes quant à l'avenir économique de l'Europe et du Royaume-Uni. En réponse à son invasion, la Russie a fait l'objet d'une série de sanctions économiques destinées à réduire sa capacité à mener une guerre durable et à nuire à son économie nationale afin d'accroître la pression pour mettre fin à cette dernière. Mais les problèmes économiques du Royaume-Uni et de l'Europe commencent à donner l'impression que ces sanctions se retournent contre eux, et les gens commencent à se demander si l'Europe n'a pas plus besoin de la Russie que la Russie n'a besoin de l'Europe. Les sanctions économiques sont en quelque sorte l'équivalent géopolitique de la radiothérapie. La restriction des échanges commerciaux et des flux monétaires nuit à toutes les économies. Mais elle est appliquée dans l'espoir de nuire davantage à l'économie visée par les sanctions qu'à l'économie qui les impose. Et c'est certainement ce qui se passe dans le cas présent. La Russie souffre de ces sanctions bien plus que n'importe quelle économie, mais nous ne le voyons pas aussi directement parce que le pays est effectivement coupé du monde extérieur et que les médias autorisés à opérer dans ce dernier ne sont en fait que des porte-voix de l'État. Mais la Russie mérite en quelque sorte ces problèmes, et les difficultés économiques locales n'en sont pas pour autant moins réelles. Le Royaume-Uni, en particulier, disposait d'un grand nombre d'industries de services financiers très haut de gamme, construites autour de la collaboration avec des personnes fortunées originaires de Russie. Londres a toujours été considéré comme un endroit sûr où les Russes pouvaient garder leur argent, ce qui explique que la ville regorge de maisons de plusieurs millions de dollars appartenant à des oligarques russes. On peut dire que ces industries ont certainement un effet négatif net sur la société à long terme, mais pour l'économie actuelle, des centaines d'entreprises et d'innombrables travailleurs dépendaient directement de l'argent russe qui n'entre plus dans le pays. Bien entendu, cette question importante est loin d'être facile à comprendre et les conséquences ressenties par les citoyens britanniques ordinaires sont bien réelles. C'est sur les prix de l'énergie et des denrées alimentaires que l'Europe et le Royaume-Uni ont le plus souffert, alors qu'il s'agit de marchés essentiels pour tout le monde. L'inflation des prix sur les marchés de consommation a un impact disproportionné sur les ménages à faible revenu, car l'alimentation et l'énergie représentent une part plus importante de leur budget. Il est donc compréhensible que le gouvernement britannique ait voulu offrir une aide à ces derniers pour les aider à traverser cette période difficile. Mais la manière dont il l'a fait est un échec économique basique total. Le nouveau Premier ministre britannique est entré en fonction à un moment difficile, et son premier souci a été d'aider les ménages à faire face à une inflation record. Il s'agit d'un problème particulièrement difficile à gérer pour les gouvernements, car l'inflation est due soit à une demande trop forte dans une économie, soit à une offre insuffisante de biens et de services, soit à une combinaison des deux. Ce qui signifie que les gens doivent entrer en concurrence les uns avec les autres pour des approvisionnements limités, ce qui fait monter les prix. Les gouvernements et les banques centrales n'ont vraiment de contrôle direct que sur le côté demande de cette équation. Dans les économies avancées comme le Royaume-Uni et tous les pays d'Europe, la grande majorité des services et la quasi-totalité des biens sont fournis par le secteur privé. Le gouvernement ne peut pas vraiment dire à une entreprise de produire plus et moins cher, car la plupart de ces dernières essaient de maximiser leurs profits, ce qui signifie normalement qu'elles font autant que possible avec les ressources naturelles
auxquels elles ont accès afin de vendre à toute personne dans l'économie qui a les moyens et le désir d'acheter leurs produits. En clair, c'est exactement ce qu'elles font déjà. Le gouvernement pourrait donner à ces entreprises de l'argent pour qu'elles développent leurs activités, mais c'est un processus lent. La construction d'installations et la formation de personnel afin d'augmenter la production peut prendre des années. Cela soulève également des questions quant aux entreprises qui reçoivent cet argent et à celles qui ne le reçoivent pas. Et que se passe-t-il si les nouvelles installations commencent à produire des biens après que l'offre se soit naturellement stabilisée? C'est possible, mais c'est très compliqué. Normalement, le plus que font les gouvernements pour influencer la production est la modification des restrictions imposées aux entreprises et l'augmentation de l'immigration de personnes qualifiées. En réalité, la plupart des outils économiques dont ils disposent sont axés sur la demande. C'est un problème pour le Royaume-Uni, car la bonne façon pour le gouvernement de faire face à une inflation élevée dans une économie est de réduire les dépenses et d'augmenter les impôts. Cela réduit le montant du salaire net du travailleur moyen, ce qui signifie que l'économie dans son ensemble a moins de pouvoir d'achat, de sorte que la demande totale diminue et que les entreprises sont obligées de réduire leurs prix afin d'attirer les clients. C'est déjà une position difficile et politiquement impopulaire pour un gouvernement, même lorsque l'économie se porte très bien. Et c'est encore plus dur à faire lorsqu'une économie est au bord de la récession et que la mise en œuvre de cette politique fiscale contractionniste la pousserait dans ses derniers retranchements. Comme vous le savez sans doute, le gouvernement britannique a tenté de faire exactement le contraire, en mettant en place un plan de réduction de la fiscalité tout en offrant des subventions pour lutter contre les problèmes liés au coût de la vie. Normalement, j'essaie d'éviter de porter un jugement sur des décisions économiques motivées par des considérations politiques. L'argument selon lequel la réduction des impôts augmentera le salaire net des citoyens, ce qui les aidera à faire face à la crise du coût de la vie à laquelle le pays est confronté, n'est pas très convaincant. L'augmentation des revenus des ménages par le biais de réduction d'impôts ne fera qu'exacerber la hausse des prix, car il y a désormais plus de livres en concurrence pour la même quantité de produits. Le pire, c'est que les réductions d'impôts profitent de manière disproportionnée aux plus hauts revenus, car ce sont eux qui paient les taux d'imposition les plus élevés. Mais ce ne sont pas eux qui luttent contre la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie. N'importe quel économiste serait en mesure de le dire aux décideurs politiques. C'est de l'économie de niveau secondaire, ce qui signifie que soit le gouvernement était tellement mal géré qu'il n'a même pas pris la peine de se poser la question, soit il le savait et ne s'en est pas soucié, car les réductions d'impôts sont populaires sur le plan politique. Une autre mesure déconcertante prise par le gouvernement a été la décision d'introduire un plafonnement strict des prix de l'énergie pour les ménages. Nous étudierons bien sûr les raisons économiques de cet échec, mais avant cela, je pense qu'il est important de faire preuve de bon sens pour montrer que ce n'est pas une bonne idée. Le Royaume-Uni est confronté à une forte inflation, notamment en raison de l'augmentation des coûts de l'énergie, et la solution du gouvernement a été de rendre cette augmentation illégale. Et si cela fonctionnait? Pourquoi ne pas étendre cette interdiction d'augmentation des prix dans tous les secteurs? Bien entendu, cela ne fonctionne pas. Du moins, pas sans effet secondaire majeur. Si une entreprise n'est pas en mesure de facturer un produit au prix du marché, elle réduira naturellement la quantité de ce produit qu'elle fabrique. Si le prix maximum imposé n'est pas rentable, elle ne produira pas du tout l'article en question. Les fournisseurs d'énergie achètent cette dernière à des producteurs. Ces producteurs doivent encore acheter du gaz naturel ou du pétrole coûteux pour produire leur électricité. Les énergies renouvelables peuvent aider, mais elles ne peuvent pas fournir toute l'énergie demandée, surtout à ces prix artificiellement réduits. Normalement, il en résulte une pénurie de produits et un marché noir de biens plus cher que si le marché était laissé à lui-même. Mais il est très difficile de vendre de l'électricité au marché noir. À moins d'un contrôle rigoureux, le gouvernement devra probablement subventionner directement ce plafonnement des prix en versant aux fournisseurs l'argent dont ils ont besoin pour continuer à produire de l'électricité. Il s'agit donc en fait d'une nouvelle mesure de relance. La confiance déclinante que les organisations internationales avaient dans le Royaume-Uni a été ébranlée par ces annonces politiques. Le consensus commun parmi les économistes de haut niveau était qu'il s'agissait du type d'élaboration de politique que l'on attend d'une économie sous-développée, avec un leadership instable. La stabilité et la confiance sont essentielles à la prospérité à long terme de toute économie, en particulier lorsqu'elle est confrontée à des difficultés économiques. Si les gens n'ont pas confiance dans les dirigeants d'une économie, ils seront moins enclins à investir dans cette dernière et moins enclins à établir des relations commerciales avec elle. Par ailleurs, les citoyens seront moins enclins à vouloir commencer une carrière, acheter une maison et créer de la valeur dans une économie qui peut s'effondrer à tout moment en raison d'une mauvaise gestion. Si vous avez suivi cette histoire, vous savez sans doute qu'il y a peu, la Banque d'Angleterre, la banque centrale du Royaume-Uni,
a dû intervenir pour sauver le marché des obligations d'État britanniques. Le marché était en chute libre parce que la Banque centrale, le gouvernement et les fonds de pension britanniques essayaient tous en même temps de vendre des obligations d'État sur le marché libre. Le gouvernement essayait de vendre des obligations pour lever des fonds afin de compenser ses réductions d'impôts et autres mesures de relance. La Banque centrale essayait de vendre des obligations pour retirer autant d'argent que possible de la circulation afin de réduire l'inflation. Enfin, les fonds de pension essayaient de vendre des obligations pour obtenir des liquidités afin de couvrir les prêts à l'investissement qu'ils avaient contractés. Si tout le monde vend quelque chose et que personne ne l'achète, le prix baisse. Et si le prix des obligations du gouvernement britannique baisse, cela renchérit le coût des emprunts pour le gouvernement britannique et donne l'impression que le pays est en faillite. La Banque d'Angleterre a finalement dû faire marche arrière et commencer à acheter ses obligations pour éviter un effondrement pur et simple de ce marché. La couverture médiatique générale a fait passer la Banque centrale britannique pour un héros, intervenant à la dernière seconde pour sauver l'économie d'un effondrement certain. Mais c'est justement son rôle. Elle est avant tout un prêteur de dernier ressort censé empêcher l'économie de se mettre trop en difficulté. Bravo, donc, à la Banque d'Angleterre. Vous avez fait votre travail. Mais le fait que cette dernière ait dû tirer le parachute dans ce qui était typiquement considéré comme une économie avancée incroyablement stable rend beaucoup de gens très inquiets. Pour l'instant, le pays est en meilleure position que la Grèce en 2011. Mais si la confiance dans une économie s'évapore, cette position peut changer très rapidement. Personne ne peut prédire l'avenir et encore moins les économistes. Mais lorsque nous évoquons la possibilité d'une nouvelle crise de la zone euro, je pense qu'il est vraiment important de se rappeler que beaucoup de ces économies ne sont pas encore remises de la crise initiale, de sorte qu'une autre période de turbulence économique majeure est très susceptible de freiner la croissance dans un avenir prévisible. Nous avons beaucoup parlé de l'échec des décisions économiques du gouvernement, mais il est facile de critiquer depuis les coulisses. Quelles sont les meilleures alternatives ? Le gouvernement est dans une position difficile, cela ne fait aucun doute. Mais la première chose que l'on apprend dans les situations d'urgence, c'est qu'il faut d'abord s'aider soi-même avant de pouvoir aider quelqu'un d'autre. La meilleure chose que le gouvernement britannique puisse faire en ce moment est de redresser la valeur de sa monnaie et de faire face à l'inflation. Les récessions sont néfastes, mais elles peuvent être gérées, comme nous l'avons déjà expliqué dans notre vidéo sur la récession. Le Royaume-Uni possède de nombreuses industries résilientes, qui souffriraient sans aucun doute d'une récession, mais elles souffriront encore plus si l'inflation à 2 chiffres persiste. Si le gouvernement mettait en œuvre une politique budgétaire contractionniste, c'est-à-dire qu'il taxerait davantage et dépenserait moins, en conjonction avec la politique monétaire contractionniste de la Banque d'Angleterre, qui relève les taux d'intérêt et retire des liquidités de la circulation, il enverrait un message très fort à l'économie mondiale tout en augmentant la valeur de la livre sterling. Si les particuliers et les entreprises ont besoin de plus de livres pour payer leurs impôts ou leurs intérêts, la demande de ces livres augmentera. Si la Banque d'Angleterre était simultanément autorisée à recommencer à retirer des espèces de la circulation, l'offre diminuerait. Cela nuirait à l'industrie locale et augmenterait le chômage, mais c'est le remède amer dont l'économie a besoin en ce moment. Si la livre retrouvait sa valeur, elle compenserait à court terme une grande partie de la douleur économique infligée par ces mesures, car les importations de denrées alimentaires, d'énergie et d'autres produits de première nécessité seraient moins chères à l'achat grâce à une monnaie plus forte. Actuellement, le gouvernement met en place des politiques visant à stimuler la croissance de l'économie au détriment de l'inflation, tandis que la Banque centrale met en place des politiques visant à freiner l'inflation au détriment de la croissance de l'économie. C'est contre-productif et cela ne peut que continuer à se traduire par une croissance faible et une inflation élevée. Voici une première. Nous avons déjà placé le Royaume-Uni dans le classement de l'économie expliquée et il s'en est plutôt bien sorti avec une note moyenne de 7,2 sur 10. Mais plus d'un an plus tard, je pense qu'il vaut la peine de revenir sur ces scores pour voir ce qui a changé. Si vous voulez jouer le jeu, n'hésitez pas à faire une prédiction sur si son score va s'améliorer ou se dégrader. En commençant comme toujours par la taille. Le Royaume-Uni a en fait déclaré des chiffres de PIB plus élevés en 2021 et la Banque mondiale s'attend actuellement à ce que le pays maintienne ces chiffres en 2022. Il obtient toujours une note de 9 sur 10. Le PIB par habitant s'est également légèrement amélioré. Le résident britannique moyen produit pour un peu moins de 50 000 $ de valeur chaque année, ce qui lui vaut un 7 sur 10. La stabilité et la confiance sont évidemment les critères les plus subjectifs de cette liste. Le Royaume-Uni était toutefois la destination privilégiée pour garder son argent en sécurité, mais à la suite des mesures prises au cours des 2 derniers mois, les gens devront sérieusement prendre en compte le risque législatif
et le risque de change lorsqu'ils feront des affaires dans le pays. N'oubliez pas qu'il ne sert à rien de faire un investissement fantastique dans un pays comme le Royaume-Uni si la dévaluation de la monnaie efface ses gains ou si le gouvernement décide que les entreprises ne peuvent plus facturer leurs produits au prix du marché. Le Royaume-Uni obtient donc une note de 7 sur 10. Au cours de la dernière décennie, la croissance au Royaume-Uni a été nulle, et compte tenu des nouveaux défis économiques, il est probable qu'elle restera. Il est remarquable qu'elle n'ait pas commencé à régresser, à l'exception de la forte baisse enregistrée au début de la pandémie, mais elle n'obtient encore qu'un 3 sur 10. Enfin, l'industrie. Les services financiers sont l'une des plus grandes industries du Royaume-Uni et l'une de ses plus importantes exportations. L'affaiblissement de la livre sterling et les interrogations persistantes sur ce que sera le Royaume-Uni après le Brexit à long terme signifient que ce secteur et d'autres services similaires vont connaître des difficultés. Il s'agit d'une économie très avancée, avec beaucoup de talents et de capitaux qui ne s'envoleront pas. Mais elle n'est plus ce qu'elle était, ce qui lui vaut une note de 8 sur 10. Au total, le Royaume-Uni obtient une note moyenne de 6,8 sur 10, ce qui le fait passer d'ici à là dans le classement, ce qui, j'en suis sûr, réjouira l'Inde. Cela montre aussi que ces problèmes ne sont probablement pas aussi graves qu'on le dit, et que le Royaume-Uni va probablement continuer à s'accrocher comme il l'a toujours fait. Merci d'avoir regardé. Ciao!